Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique Bezol de Lanis, responsable du Centre d'information Europe Direct Moyenne-Garonne, qui est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Les 6 centres d'information Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de mettre en œuvre ce webinaire qui a pour objectif de décrypter le discours de l'État de l'Union européenne qui a été prononcé hier matin par Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, devant le Parlement européen. Pour rappel, les centres d'information Europe Direct sont des structures labellisées par la Commission européenne. Ils ont pour mission l'information, l'animation et le conseil sur les sujets liés à l'Europe. Les CIED de Nouvelle-Aquitaine se situent à Agen, Angoulême, Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers. À l'issue du discours de la présidente de la Commission européenne, nous avons donc organisé ce webinaire autour de 3 thématiques. La première thématique portera sur les humains face à la crise et la notion de solidarité. La deuxième thématique portera sur les transitions vers lesquelles l'Union européenne se dirige. Et la dernière sur l'état de droit et les valeurs. Nous consacrerons une quinzaine de minutes à peu près pour chacune de ces thématiques. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur la page Facebook du CIED Nouvelle-Aquitaine. Afin de décrypter ce discours, nous accueillons 2 invités, membres du Team Europe. Donc, nous accueillons M. Dominique Breillat, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, ainsi que M. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Voilà, donc pour co-animer ce webinaire, Martina Massoli du CIED de Pau sera avec moi. Et Martina, je te laisse la parole. Merci Dominique, donc bonjour à toutes et à tous. Un petit merci peut-être aussi à Alizé du centre à Poitiers et à Lucia du centre à Bordeaux qui sont derrière la technique de ce webinaire. Donc moi c'est Martine du centre d'information Europe Direct à Pau, pays de la Dour, qui est porté pour rappel l'information par l'association Piste Solidaire. Donc, pour commencer ce webinaire, il nous semblait important rappeler rapidement à nos spectateurs qu'est-ce que c'est les discours sur l'état de l'Union. Donc, effectivement, c'est un exercice qui se passe tous les ans, au moins dès septembre. Et c'est le président de la Commission européenne en fonction qui prononce son discours de rentrée devant les parlements européens qui est réuni en session plénière. C'est un exercice qui a démarré il y a 10 ans, en 2010. Cette année, en 2020, comme Dominique l'a dit, c'est Madame Ursula von der Leyen, la présidente actuelle de la Commission européenne, qui a présenté son premier discours sur l'état de l'Union. Pour participer ensuite à un débat qui a eu lieu avec les membres du Parlement. C'est un moment sûrement très important dans les processus démocratiques et européens parce que c'est les moments où l'exécutif européen, qui est la Commission européenne, dresse son bilan, dresse les bilans de l'année passée pour rendre compte de son action devant les parlements qui est, nous le rappelons, élu par les citoyens européens à suffrage universel et direct. Donc, c'est le moment où la Commission présente également sa vision pour le futur de l'Europe et les moments où la Commission, qui a la proposition législative au sein de l'Union européenne, présente les initiatives législatives qui vont être mises sur la table des travaux pour l'année à venir. Donc, beaucoup de sujets ont été mis effectivement sur la table, un discours relativement long, et voilà, donc je repasse la parole à Dominique pour la première partie de ce webinaire. Merci Martina. Oui, effectivement, ce discours a duré 1h30 et donc la première partie que nous avons souhaité développer en fait porte sur les humains face à la crise et la notion de solidarité en fait. Donc la présidente, en introduction de son discours,
a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui étaient en première ligne durant la crise du coronavirus, alors que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne et que les États membres ont fait face à un ordre dispersé à la pandémie de Covid-19, Madame von der Leyen a appelé les députés européens à une Union européenne de la santé. Alors, est-ce que, messieurs les Team Europe, vous pourriez nous rappeler les dispositifs qui existent aujourd'hui et sur lesquels l'Union européenne a pu s'appuyer pendant cette crise et comment finalement on pourrait aller plus loin? Dominique? Oh, non, ce que je dirais, c'est que parfois on est amené un petit peu à forcer les traités lorsque l'on veut agir. Et puis aussi, il y a surtout quelque chose qui est tout à fait important dans cette crise, c'est qu'il y a des conséquences économiques de la pandémie et de ce que cela a impliqué dans les États. Et ces conséquences économiques, l'Union européenne, la Commission notamment, ne pouvaient pas être insensibles, bien évidemment. Et on a eu là un certain nombre d'initiatives tout à fait intéressantes qui ont pu être prises, notamment, on a beaucoup évoqué dans ce discours le programme Next Generation EU, qui est un énorme programme qui doit permettre aux États de pouvoir faire face. Mais également, on a évoqué d'autres programmes comme le programme SURE, qui est un programme permettant l'aide justement dans le domaine de l'emploi lié à ces conséquences de la pandémie. Oui, effectivement, Dominique a tout à fait raison. Je voudrais souligner une chose, c'est que la Commission européenne a été aux avant-postes de la riposte et précisément pour faire face à cette pandémie du coronavirus, alors que les chefs d'État et de gouvernement étaient quand même hésitants, ils ont eu du mal à se mettre d'accord. On peut voir que la Commission européenne a lancé toute une série d'initiatives sur des fonds qui étaient déjà existants. Elle a favorisé le vaccin en proposant de l'argent pour la recherche des vaccins. Elle a proposé de l'achat via un appel d'offres européen de matériel médical de protection, des masques, lorsque les chefs d'État et de gouvernement étaient incapables de le faire. La Commission a utilisé ses prérogatives, l'argent dont elle disposait pour lancer toutes ces initiatives qui ont permis de sauver l'honneur de l'Europe, si j'ose dire, lorsque les chefs d'État et de gouvernement étaient plus hésitants. Et enfin, Madame Ursula von der Leyen a également dit qu'il fallait éviter de bloquer artificiellement les frontières de façon à permettre que tous ces outils, en quelque sorte, circulent. Et enfin, Dominique, je crois, l'a rappelé, le financement du chômage partiel a évité, et Madame Ursula von der Leyen l'a rappelé dans son discours, a évité qu'il y ait un chômage massif grâce à l'autorisation de financer, en effet, ce chômage partiel. Donc la Commission a vraiment fait preuve d'une initiative très importante qui a montré que l'Europe pouvait être présente dans le cas d'une situation extrêmement complexe. Oui, moi, ce que j'ajouterais peut-être, c'est que le rôle de la Commission, les médias n'en ont pas suffisamment parlé, préférant mettre l'accent sur ce que les États faisaient ou plutôt ne faisaient pas, et c'est un peu dommage. Et ce qu'il y a aussi, c'est que l'action de Mme von der Leyen a été précisément de vouloir répondre de façon très forte à cette crise de la pandémie, mais également en maintenant, voire en renforçant un certain nombre de principes qui sont les bases de l'Union européenne. Alors, c'est vrai qu'elle a fait, avec les outils dont elle disposait, il y avait des fonds financiers structurels qui étaient encore disponibles. Le problème aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a souligné, c'est qu'il n'y a pas de compétences européennes en matière de santé. Par conséquent, elle a dû passer par des biais un peu détournés, à savoir des appels d'offres, des offres d'aide. Il n'y a qu'un article qui parle de coordination en matière de santé. Il n'y a aucune obligation pour intervenir et tout le monde a bien souligné qu'il n'y avait pas de compétences en matière de santé, à tel point d'ailleurs
que les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé se sont sentis obligés de dire qu'on s'appelait qu'il y avait une coordination, mais en réalité, ça a été un peu chacun pour soi. Et heureusement qu'il y avait la Commission qui a lancé des initiatives en matière financière, en matière de vaccins, en matière de santé, en matière de protection, de matériel de protection et de masques, et en faisant preuve de solidarité, c'était bien ça l'objectif, solidarité vis-à-vis des pays qui en avaient le plus besoin. Donc on peut dire effectivement que si l'Europe a pu hésiter, elle, la Commission, a été très offensive sur ce point. Oui, et en même temps, je crois que pour Ursula von der Leyen, ça a été l'occasion peut-être de faire progresser l'Union européenne. On sait, Patrick le disait, la Commission, son rôle, c'est d'exécuter peut-être, c'est de proposer aussi. Et c'est là où il y a des choses extrêmement intéressantes dans le discours de la présidente, ce sont ces propositions, et notamment comme on le disait à l'instant, il n'y a pas de compétences en matière de santé pour l'Europe. Et là, Mme von der Leyen souhaite qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait des avancées. Elle a évoqué un certain nombre d'idées. Et c'est là où on le voit avec ces pandémies, c'est qu'on constate en effet ce qu'il y a à faire. Je dirais simplement qu'il y a un siècle, presque exactement, a été créée la première organisation ou le premier ministère en France de la santé. Pourquoi? Parce qu'on sortait de la grippe espagnole et qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait rien. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. On s'est rendu compte qu'en Europe, on avait une pandémie, qu'il y avait peut-être des institutions qui manquaient. Madame von der Leyen fait des propositions en ce sens. Voilà. Je crois que c'est tout à fait important. Alors, il y a deux éléments. Il y a renforcer les outils qui existent déjà, les outils institutionnels. Elle propose de renforcer le rôle et les pouvoirs de l'Agence européenne du médicament. Donc ça doit pouvoir être possible. Les États seront d'accord sans difficulté. Un renforcement du centre de prévention et de contrôle des maladies qui existent déjà. Donc ça, c'est deux éléments importants sur des outils institutionnels qui existent. Il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais elle propose d'aller plus loin en créant une agence de recherche et de développement sur le biomédical. Et là, je pense que les chefs d'État et de gouvernement ont un rôle important à jouer, car un des grands enseignements de cette crise sanitaire, nous nous sommes aperçus, et ça on peut le relier également à notre indépendance industrielle, c'est que nous étions extrêmement dépendants en matière de santé, sur les médicaments, sur le matériel de protection. Et là, c'est une faille considérable de l'Union européenne. Et je crois que dans son discours programme, en quelque sorte, elle propose effectivement de s'atteler fortement à cette dépendance très importante de l'Europe. Oui, je crois que Ursula von der Leyen a montré quelles étaient les énormes failles qui pouvaient exister dans l'Union européenne. Et je dirais qu'elle a souvent eu recours à des formules fortes pour nous inciter à aller plus loin lorsqu'elle a dit « nous devons créer une Union européenne de la santé plus forte ». Et oui, parce que cette Union européenne de la santé, elle n'est qu'en petits éléments, c'est tout. Oui. Et c'est finalement déclenché dans l'urgence. Oui, bien sûr. Ben, vous savez, Jean Monnet disait toujours que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions qu'on apporte à ces crises. C'est une citation qu'on cite souvent, mais là, je veux dire, ça s'est vérifié. Aujourd'hui, nous étions dénudés face à une telle crise sanitaire. On s'est aperçu que nous avions une dépendance énorme. Et d'ailleurs, il y a d'autres dépendances, mais je crois que là, face à la crise, la Commission européenne avait été à l'offensive, aux avant-postes, et elle a incité les chefs d'État et de gouvernement à aller plus loin. Et en appelant de ses voeux une Union européenne de la santé, cela, eh bien, ça lance un message et ça demande très clairement aux chefs d'État et de gouvernement d'aller plus loin. Et c'est le sens de ce discours sur l'état de l'Union, faire l'état de ce qui va, de ce qui ne va pas, et en même temps proposer des pistes pour agir très rapidement. Oui, et aller plus loin, mais pas n'importe comment, parce qu'à chaque fois, et ça a été son leitmotiv, ça a été toujours de mettre en avant que cela devait se faire en ayant comme souci le respect de l'humain. Tout à fait. Et du coup, par rapport à ce respect de l'humain, Madame von der Leyen
a aussi évoqué quelque chose de nouveau dans le cadre d'une Europe sociale de marché. Elle a évoqué la nécessité d'un salaire minimum. Alors aujourd'hui, il existe le socle social européen. Ce dernier n'a pas vocation à obliger les États membres à modifier leur code du travail. Est-ce qu'on peut penser que les nouveaux programmes proposés, comme le programme SURE ou Next Generation EU, sur lequel elle s'est appuyée, permettront d'aller au-delà d'un rôle d'orientation ou de préconisation de l'Union européenne? Alors, moi, je dirais que quand on veut comprendre un peu le discours de Madame von der Leyen, Madame von der Leyen est quelqu'un qui, je dirais, a une culture européenne tout à fait exceptionnelle, mais elle reste très allemande également, et certaines des propositions, on ne les comprend que si on sait ce qui a pu être fait en Allemagne, et l'Allemagne a fini par se résoudre à cette idée de salaire minimum. Dès lors, la voie est ouverte pour cela. Et Madame von der Leyen a montré que c'était le respect de l'humain qui devait être assuré par ce salaire minimum. Oui, on a tous appris lorsque nous étions jeunes qu'il y avait cette notion d'économie sociale de marché en Allemagne qui fonctionnait correctement. L'Allemagne est un pays par définition où il y a un dialogue très important entre le patronat et les syndicats. Il est très rare qu'il y ait des grèves en Allemagne. Et dès lors qu'il y a des grèves, c'est qu'il y a un vrai souci. Et par exemple, je regardais un peu ce qui se passe en Allemagne au cours de ces derniers mois, et bien même quelques menaces de grève, des syndicats qui ont finalement obtenu des augmentations de salaire parce qu'il y a un vrai dialogue. Et aujourd'hui, il n'est pas admissible qu'en Europe, il y ait de telles différences de salaire. Ursula von der Leyen a très bien dit, il faut que le travail paye. Il n'est pas correct qu'il y ait de telles différences de salaire en Europe et que certains puissent en bénéficier pour dire, regardez, j'ai des avantages compétitifs en matière économique par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. C'est là la solidarité et c'est une tâche très importante. Le travail doit payer, mais on ne doit pas se faire de concurrence déloyale vis-à-vis de chacun des pays de l'Union européenne. Et c'est un gros chantier, car là, il n'est pas certain, en effet, que tous les pays de l'Union européenne soient à l'unisson. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est la façon de faire. Parce que pour nous, Français, salaire minimum, pas de problème, c'est la loi qui va fixer ça, point barre. Madame von der Leyen, elle se réfère beaucoup plus à la pratique allemande et elle évoque les conventions collectives. C'est tout à fait intéressant. Oui, ce qui ne sera certainement pas évident à mettre en œuvre dans tous les pays, ce salaire minimum. Voilà, chacun ayant déjà un fonctionnement acquis. Fonctionnement acquis, soit pas encore acquis, Soit pas encore acquis. Chacun ayant sa culture dans ce domaine. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que sur ce point, il y a des différences, notamment dans les derniers pays arrivés, on va dire, en Europe. Je lisais récemment un article en Allemagne où 30 ans après, plus de 30 ans après la réunification, eh bien, les conditions sociales ou de salaire ne sont pas les mêmes ici ou là. En Europe, c'est la même chose, mais je crois qu'il faut s'atteler à cela, notamment on l'a bien vu sur la réforme des travailleurs détachés, la directive sur les travailleurs détachés, sur la fiscalité, mais un problème, c'est que la fiscalité, on vote à l'unanimité. Donc, je crois qu'il faudra faire un paquet de tout ça, le social, les salaires minimums et la fiscalité, de façon à ce qu'on arrive à des règles un peu plus harmonisées en Europe. C'est ça. Reste vraiment le problème de l'harmonisation en fait des États de l'Union qui semble quand même un peu complexe. Voilà, par exemple, si on prend le programme SURE qui a permis en fait à chaque pays de l'Union de recevoir une quote-part en fait, mais qui n'est pas proportionnelle aux besoins des citoyens, mais en fait qui est lié aux initiatives que chaque pays a pu mettre en place durant la crise de Covid, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, qui s'est traduite par le chômage partiel en France. Là aussi, on voit que finalement, chaque État ne va pas automatiquement pouvoir recevoir les mêmes choses et qu'il y a peut-être encore un travail sur l'harmonisation à faire. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais effectivement, c'est ça. Et l'harmonisation, ça veut dire
au niveau du Conseil des ministres des Affaires sociales, voir s'il y a quelques dispositions dans le traité qui permettent d'aller plus loin, parce que je rappellerai qu'il y a quand même tout un chapitre sur l'Europe sociale. Donc, avant de dire on va réformer, il faut peut-être voir quelles sont les possibilités, les pistes qui sont ouvertes par le traité, et de se dire, effectivement, si on ne peut pas imposer institutionnellement un salaire minimum, au moins peut-on tenter, par une directive peut-être, de dresser des pistes d'avenir pour essayer d'harmoniser les conditions de travail, par exemple, d'un pays à l'autre. On le voit bien sur le travail détaché, il est impossible de lire de la même façon une fiche de paye. Donc, ça veut dire que là, au moins, ce serait effectivement une piste tout à fait concrète. Oui, c'est plus par le mécanisme de la directive que par le mécanisme du règlement que l'on peut faire avancer les choses dans ce domaine-là. Tout à fait. Je ne sais pas si nous avons des questions des internautes sur cette première partie. Oui, justement, je me permets d'ajouter. Alors, effectivement, il y a eu une remarque comme quoi cette proposition d'harmonisation salariale pourrait éviter, permettrait, ce serait un moyen pour éviter le dumping social, ce qui a été dit. Mais il y a quand même une remarque qui nous rappelle qu'il y a quelques années, les Allemands faisaient travailler une partie de leur population, notamment une population étrangère, turque, pour en fait des 3 € l'heure. Donc, si l'information est exacte, il y a peut-être des choses aussi à revoir dans ce système social salarial que l'Allemagne met quand même en place chez elle. Oui, mais s'agissant de l'Allemagne, justement, c'est là où on le voit qu'il y a quand même ces évolutions et on a évoqué le fait que l'Allemagne s'est convertie il n'y a pas si longtemps au salaire minimum. Je crois que tout ne se fait pas en un jour, bien évidemment. Oui, je suis d'accord. L'Allemagne, il y a quelques années, n'est plus l'Allemagne d'aujourd'hui. Elle évolue. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités sociales. On voit bien il y a eu effectivement des grèves, notamment dans le secteur aérien, dans le secteur de l'automobile. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a cette volonté d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une évolution des générations. Il y a l'économie sociale de marché. Avant, effectivement, comme vous dites, il y a une communauté turque, des Allemands d'origine turque et des Turcs qui travaillent en Allemagne de très très importants. Et donc, ce sont des personnes qui ne veulent plus être, on va dire, des personnes sacrifiées sur l'autel de l'économie sociale de marché. Et donc, on a une évolution aujourd'hui, notamment de la part des jeunes générations, des jeunes responsables. On aura des élections législatives l'année prochaine qui veulent faire évoluer les choses. Dominique rappelait que l'Allemagne a évolué en effet sur le déficit, sur l'endettement. Donc, on a une évolution et je crois que l'Allemagne est prête aujourd'hui à faire un effort sur ce point, car on ne peut pas donner des leçons aux autres si soi-même on n'essaie pas d'évoluer sur ce plan. Et c'est peut-être d'ailleurs la force de Mme Merkel pour faire évoluer les choses, c'est que comme elle ne se représentera pas lors des prochaines élections, je dirais qu'elle est assez indépendante pour pouvoir faire progresser les choses à la fois en Allemagne et sur le plan européen. Vous parliez des jeunesses, je vous propose éventuellement de revenir sur ça tout à l'heure parce qu'il y a quand même une question justement des internautes sur quelle place pour la jeunesse dans la projection à venir. Et c'est vrai qu'il y a d'autres remarques, c'est remarqué qu'il n'y a pas forcément eu vraiment des places peut-être pour la jeunesse dans ces discours. Je vous propose pour l'instant de transiter à la deuxième partie du webinaire pour après éventuellement essayer de revenir sur cette question. Donc, nous progressons ensemble vers les mondes de demain. Pour citer Madame Ursula von der Leyen, c'est un monde qui est en transition. C'est un monde qui doit répondre à des défis très, très urgents. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut plus répondre au niveau tout simplement local et national, mais il faut les faire au niveau européen, voire global. Deux, ce sont les transitions au cœur des priorités actuelles, des priorités pour les années à venir de l'Union européenne. Une transition écologique énergétique qui est absolument nécessaire pour pouvoir répondre à l'urgence climatique qui est un acte et qui est l'actualité, et une transition numérique qui nécessite
qui nécessite voilà, que l'Union européenne se rende indépendante de certains acteurs internationaux. Donc, j'aimerais bien, pour l'instant, se concentre un petit peu sur les pactes verts. Les pactes verts, c'est effectivement un plan d'action qui a été proposé par la Commission européenne en décembre de l'année dernière. Vous pouvez peut-être nous rappeler les ambitions de ces pactes, les objectifs pour 2030 et 2050 et dans quelle mesure il est censé déclencher une révolution, parce que je pense qu'on pourrait la définir comme ça, une véritable révolution dans notre manière de vivre, de produire, de consommer, d'acheter, etc., etc. Vous voulez que je commence? Oui. Effectivement, il y a une grande ambition au niveau européen qui est issue d'ailleurs de la COP21 de Paris depuis 2015, où nous avons quand même beaucoup avancé. Il y a une exigence mondiale aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en termes de pollution, les morts liées à la pollution de l'air, la déforestation, tous les dégâts faits par les plastiques, il y a aujourd'hui une exigence mondiale écologique qui fait que l'Europe doit être à la pointe de ces mesures. Et on l'a bien vu s'agissant effectivement de la réduction. Mme von der Leyen veut augmenter la réduction à 55% de l'émission de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. C'est effectivement quelque chose d'essentiel. Il faut que l'Europe soit là. Et au niveau du plan de relance, vous savez, à 750 milliards d'euros, eh bien, une bonne partie de ce plan de relance ne sera pas dépensée comme ça, sans contrôle. Il faudra orienter, flécher les investissements vers des choses qui seront tout à fait utiles à l'environnement, protection de l'environnement, l'écologie. Et vous avez vu par exemple une des principales propositions de la Commission européenne, de sa présidente, c'est de faire 30% d'obligations vertes des 750 milliards d'euros. En d'autres termes, les émissions d'obligations qui seront faites sur les marchés internationaux devront, à raison de 30%, être orientées de façon prioritaire sur des investissements verts et écologiques. Et ça, en effet, c'est très important. Oui, il y a en fait, je dirais, un double objectif. C'est un objectif 2030 et un objectif 2050 évoqué par Mme von der Leyen. L'objectif 2050, c'est celui, en effet, du plan vert qui veut que l'Europe soit neutre dans ce domaine en 2050, mais également elle essaie d'accélérer les choses. Et Patrick a donné les chiffres à l'instant, elle essaie d'accélérer les choses pour déjà un objectif 2030 avec d'atteindre 55%. Et vous l'avez dit, donc justement, les plans de relance Next Generation EU va donc être strictement connecté avec les pactes verts. Enfin, ce sont les deux faces de la même médaille, je pense, on peut le définir comme ça, dans le sens que de toute façon, les pactes verts restent une composante fondamentale dans la stratégie de relance sociale et économique européenne. Mais est-ce que les moyens du plan de relance seraient-ils suffisants? Donc, il ne faudrait pas plutôt avoir un discours qui est quand même un discours qui est actuel en ce moment sur les budgets, les prochains budgets européens. On le rappelle, tous les 7 ans, l'Union européenne vote effectivement un budget qui va servir pour la mise en place des politiques européennes. Et bien, il y a eu une position assez claire du Parlement européen sur ces budgets, sur la proposition qui a été faite pour le budget 2021-2027, des positions très claires de la part de certains députés, comme quoi le Parlement ne voterait pas un budget qui ne serait pas à la hauteur des défis, notamment du défi climatique. Est-ce qu'il y a peut-être donc encore une réflexion à avoir sur les ressources qu'on peut y mettre sur ce pacte vert? Alors, oui, je pense que vous citez le Parlement européen, vous faites bien parce que c'est vraiment une institution essentielle dans l'élaboration du budget. Je viens de voir qu'il avait donné plus ou moins son accord, bien qu'il n'ait pas formellement à se prononcer sur le plan de relance, qui devra être prononcé et ratifié par les autres 27 pays, enfin par tous les 27 pays de l'Union européenne. Toutefois, sur le budget, il devra se prononcer. Et très clairement,
Vous avez vu qu'au mois de juillet, au lendemain du Conseil européen, beaucoup de parlementaires européens ont estimé que ces crédits n'étaient pas satisfaisants et donc ils souhaitaient mettre plus d'argent sur certaines… Vous avez cité les jeunes par rapport à la question de l'internaute tout à l'heure, c'est vrai. Et on a dit, mais Erasmus, pourquoi on diminue les crédits? Eh bien, on pourrait effectivement, sur l'environnement, dire ce n'est pas satisfaisant, on va augmenter. Donc, c'est le rôle du Parlement européen de faire cela. Est-ce que cela suffira? Je ne le pense pas, mais vous savez, ce sont aussi des programmes qui vont être faits en association, je crois, avec les collectivités territoriales. Et des collectivités comme Poitiers, par exemple, pourra monter des grands projets et se faire mettre de l'argent et se faire financer en partie par l'Union européenne. Donc, ce sont des projets très importants qui pourraient être financés. Et lorsqu'on va additionner toutes ces sommes d'argent, il me semble qu'on pourra arriver à quelque chose de très important, comme par exemple l'isolation des bâtiments. Ça me paraît un programme tout à fait prioritaire. Et en effet, déjà, Madame von der Leyen, dans son discours en la matière, a évoqué un certain nombre de propositions. N'oublions pas que la Commission, c'est l'imagination de l'Union européenne, c'est à elle de faire des propositions. Et Patrick évoquait le bâtiment, elle a eu une formule qui est une formule peut-être très allemande en évoquant un Bauhaus de l'Union européenne, mais l'idée est tout à fait intéressante et en effet, ça veut dire que dans ce domaine-là aussi, il faudra que l'on soit en adéquation avec les objectifs de ce plan vert. Et là aussi, ce qu'il y a d'important, c'est le rôle que peut jouer le Parlement européen malheureusement trop ignoré des citoyens européens qui ne savent pas. Un Parlement quand même qui travaille parce que c'est justement d'actualité. Et bien sûr, et le Parlement européen, il a véritablement ce pouvoir budgétaire qui doit lui permettre d'être une véritable force. D'autant qu'effectivement, il y a des parlementaires qui travaillent aussi sur, par exemple, comment rendre des programmes de mobilité, les Erasmus+, Corps européen des solidarités, ou même des programmes culturels comme Europe créative, donc comment les rendre effectivement plus verts. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est une réflexion qui est à 360 degrés, qui implique toutes les institutions, citoyens compris, et qui va donc, on l'espère, porter, effectivement, déclencher cette révolution. On peut peut-être terminer sur le numérique, vu qu'on a encore quelques minutes pour cette deuxième partie. Les numériques est sûrement fondamental. On s'en est bien rendu compte pendant les périodes de déconfinement que nous avons vécues, mais il faut faire attention à se rendre indépendant pour éviter donc que l'Union européenne soit obligée à s'aligner sur d'autres acteurs extérieurs qui fixeront donc des normes pour nous. Madame von der Leyen a précisé notamment 3 domaines dans lesquels il faut absolument travailler, les domaines des données, de l'intelligence artificielle et des infrastructures. Donc, quel est l'intérêt et les besoins effectivement pour l'Union européenne de développer une technologie made in Europe? Tu veux commencer, Dominique, ou je commence? Oui, ce que l'on peut dire surtout, c'est que Madame von der Leyen a fait état d'un certain nombre de retards, malgré tout, actuellement, de la part des pays européens, de l'Union européenne dans ce domaine, face, en effet, à d'autres puissances. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des points sur lesquels elle a voulu, une fois de plus, mettre l'accent, et je pense avec toujours cette préoccupation de l'humain, c'est avec les données personnelles, par exemple, où là, on a eu encore une insistance de la part de Madame von der Leyen. Autre chose qui nous intéresse beaucoup dans notre région, qui a quand même beaucoup de parties rurales, c'est lorsqu'elle a évoqué les infrastructures et d'avoir insisté sur le fait que beaucoup de zones rurales, en effet, étaient défaillantes en ce qui concerne le haut débit en matière de numérique. Oui, je crois que c'est important. Tu l'as souligné, il y a l'indépendance numérique de l'Europe. Je crois que ça, il faut absolument sauvegarder nos données. Et si nous travaillons sur des sujets essentiels, notamment industriels, sur des vaccins, il faut éviter de se faire voler
par toutes les puissances qui n'ont de cesse que de vouloir voler. Il y a un problème de propriété industrielle. Si on fait de la recherche fondamentale, si on favorise la recherche, il faut qu'on ait nos données à nous qui soient protégées. Et je crois que c'est le terme employé au niveau européen, et notamment par Emmanuel Macron, c'est la notion de souveraineté. Je crois que là, la souveraineté européenne a une signification particulière. Nous devons absolument sauvegarder nos données si on veut aller plus loin. Madame von der Leyen a évoqué la décennie numérique en Europe. Donc ça, effectivement, c'est important. Et je dirais que ce qu'a souligné Dominique, c'est à la fois l'indépendance, mais aussi la solidarité territoriale. La solidarité, aucun territoire en Europe ne doit être oublié de la connexion. Lorsqu'on travaille dans des parties reculées du territoire, des zones rurales, en montagne par exemple, ou pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer, il est très important que chaque citoyen de l'Union européenne puisse avoir accès à ces moyens numériques. Et c'est cette notion, encore une fois, de solidarité. On disait tout à l'heure, l'humain est au cœur de ce discours. Et là, je crois effectivement que c'est un exemple tout à fait concret. Il y a des commentaires qui nous arrivent des Facebook, un commentaire qui pourrait peut-être, auquel on pourrait répondre peut-être tout à l'heure. On se pose la question si l'Union européenne elle a vraiment les moyens de mettre en place ces chantiers. Donc peut-être un petit mot sur la question des ressources propres, qui est un dossier qui est soulevé par certains députés parlementaires en ce moment, et aussi une autre question sur les Green Deal. Est-ce qu'il est compatible avec les accords transatlantiques? Transatlantique. Écoutez, je ne sais pas, moi, Dominique, sur les ressources propres, qu'est-ce que tu en penses? Moi, Ça, c'est un débat qui est sans doute un débat beaucoup plus important parce que c'est un débat fondamental. Depuis très très longtemps, c'est la question, je dirais, qui serait la question majeure de l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse véritablement être indépendante dans ses ressources avec ses ressources propres. Et là-dessus, ça veut dire aussi qu'il faut modifier les traités. Modifier les traités, on sait que c'est une tâche plutôt ardue. Voilà. Eh bien oui, et les ressources propres, on a bien vu que le Parlement européen est très très pressé, puisqu'aujourd'hui même, il a donné son accord de principe précisément pour lever des ressources propres. Parce que si on veut en avoir en 2021 ou d'ici 2023, c'est maintenant qu'il faut agir. Et des ressources propres supplémentaires que nous aurons au niveau de l'Union européenne dépendront les actions que nous pourrons avoir précisément sur le plan numérique et sur le pacte vert. Les deux sont liés, évidemment. Et donc, ça, c'est important. Il y avait une question qui a été posée par un internaute, c'est par rapport aux accords transatlantiques. C'est certain que nous serons attaqués de toutes parts parce qu'on va commencer à nous dire que telle ou telle subvention dans tel ou tel domaine va fausser le jeu de la concurrence. Mais là, il ne faut pas se laisser faire. L'Europe a ses propres réglementations, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et je dirais qu'en matière de pacte vert, c'est une priorité et ce sera dans la réglementation, c'est-à-dire qu'on pourra mieux financer ou dans les marchés publics, mettre plus de dispositions et de stipulations dans les clauses des marchés publics en disant qu'il faut préserver l'environnement. Donc, je pense que nous aurons les moyens financiers et que les accords internationaux ne doivent pas nous empêcher d'aller plus loin dans cette politique. Dominique, Dominique Dachant, on peut peut-être enchaîner du coup avec la troisième. La troisième partie, donc voilà, nous avons envisagé cette troisième partie sur ce qui est l'état de droit et les valeurs, en démarrant par la question des migrations. Voilà, Madame von der Leyen a quand même lourdement insisté sur les migrations et elle a déclaré que face aux migrations, l'ensemble de l'Europe doit faire sa part. Donc voilà, elle a aussi évoqué une réforme du système d'asile et donc du règlement de Dublin. Sur quel ressort finalement l'Union européenne peut-elle s'appuyer pour que les États fassent chacun leur part? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même toute la difficulté. C'est ce que l'on vient de voir avec le camp de Mira à Lesbos, voilà, où uniquement une dizaine de pays finalement se sont déclarés volontaires pour accueillir des mineurs. Donc finalement, sur quoi peut-on s'appuyer pour faire évoluer cette situation?
Dominique, tu veux commencer ou... Dans ce domaine-là, c'est vrai que Mme von der Leyen a évoqué des questions qui sont devenues récurrentes depuis 2015, et notamment le système Dublin, qui est un système quand même, je dirais, extrêmement dur pour un pays comme la Grèce, pour un pays comme l'Italie, qui sont en première ligne, ou Malte, qui sont en première ligne lorsque les réfugiés arrivent. Et c'est trop facile pour les pays de l'Europe du Nord, finalement, de se référer à Dublin de façon à, eux, ne pas avoir véritablement d'obligations, sans compter ceux, je pense à des pays comme la Slovaquie, comme la Pologne, qui ne veulent pas entendre parler d'accueil de migrants. Mais là aussi, il faut bien voir que c'est le problème du fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a les États. La Commission, elle, que l'on accuse la plupart du temps de tous les maux sans savoir exactement quelles sont ses compétences, en réalité, les problèmes viennent bien évidemment dans ces cas-là, ils viennent des États. Et tant qu'il y a cette obligation pour les États d'être d'accord, eh bien, on se heurte toujours à des difficultés. Je crois que là aussi, la Commission a fait preuve de beaucoup de courage face à l'égoïsme des États. C'est ça la difficulté aujourd'hui. On voit bien qu'on touche là les limites du système de Dublin. Qu'est-ce que c'est que de Dublin? C'est des directives qui ont été adoptées il y a plusieurs années. Quand nous n'avions pas compris ce que certains appellent la crise migratoire, tout le monde n'est pas d'accord sur ce terme, en tout cas sur les questions migratoires. Dublin, ça consiste à dire, attention, le premier pays qui reçoit une demande d'asile doit continuer à l'instruire. Ce qui fait que lorsqu'un réfugié arrive, qui en France, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, et qu'il a d'abord débarqué en Grèce et en Italie, eh bien la responsabilité incombe exclusivement à l'Italie et à la Grèce. Ce qui fait que beaucoup d'autres pays vont renvoyer dans ces pays des demandes d'asile, des demandeurs d'asile. C'est toute la difficulté car ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et on voit bien qu'elle appelle à la solidarité, que la solidarité, elle est minimum. On en est réduit finalement, et c'est ça la difficulté, à se répartir, ce que je n'aime pas dire, des quotas. Des quotas. Chacun essaye de prendre des quotas et encore, pas tous les pays acceptent de le faire. Donc, ce que propose Mme von der Leyen, et c'est un programme ambitieux, elle l'a dit, elle l'a précisé hier, c'est un nouveau pacte migratoire, c'est surtout une réforme des règlements de Dublin sur le droit d'asile. Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas uniquement renvoyer des personnes, c'est aussi une réglementation qui prévoit comment mieux intégrer les demandeurs d'asile en Europe, dans les différents pays. Donc il y a les deux aspects, les deux piliers, effectivement mieux protéger ses frontières et surtout mieux accueillir les personnes dont l'asile est accueilli en Europe. Et donc là, il y a un vrai programme qui est ambitieux et je crois qu'elle va proposer dans les mois qui viennent assez rapidement une proposition de directive modifiant le règlement Dublin. Et là, c'est un gros défi, en effet. Oui, il ne faut pas oublier quand même que ce système Dublin, c'est un système qui a 30 ans d'âge. Donc, il peut aujourd'hui apparaître complètement inadapté aux conditions que l'on connaît quant à l'arrivée de migrants dans l'Union européenne. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant que Mme von der Leyen prenne la présidence, l'ancienne commission avait envisagé des pistes pour également augmenter considérablement le budget lié aux questions migratoires. Et je crois que ce sera dans le budget proposé par la Commission pour renforcer cette capacité d'intégration, mais également aider les États qui en ont besoin et renforcer les crédits de l'Agence européenne des gardes-frontières. Il était proposé de tripler les crédits lorsque le président est parti. Je crois que c'est encore dans les tuyaux, mais tout est remis en cause car il y a une nouvelle législature, il y a une nouvelle commission. Et je crois que là aussi, la commission est véritablement décidée à mettre les moyens financiers sur cette question délicate. Effectivement, la question de l'intégration pose un problème dans de nombreux pays. Et effectivement, peut-être qu'on peut espérer que le pacte sur l'immigration et l'asile permettra de renforcer les outils pour les initiatives qui favoriseront l'intégration. Oui.
Alors, nous avons une remarque d'un internaute, du coup, qui nous dit que voilà, Madame Merkel est courageuse sur la question de l'accueil des migrants et qu'elle n'a pas attendu d'être sur le départ pour agir. Voilà. Oui, non, mais cet internaute a raison. Je suis régulièrement les informations en Allemagne et je lisais il y a quelques jours que l'Allemagne avait décidé d'accueillir 1550 réfugiés supplémentaires venant de Grèce. C'est un des pays qui fait les plus gros efforts sur ce point et je crois que c'est tout à fait important. Ce n'est hélas pas suffisant car il faudrait que tout le monde en fasse autant. C'est Tout à ça. fait. Nous allons peut-être passer au point suivant qui est sur la coopération internationale. La présidente entend affirmer la place de l'Union européenne sur la scène internationale. Elle souligne la nécessité de soutenir les peuples dans le cadre de leur démarche d'autodétermination. Au-delà des accords bilatéraux qui existent, comment gérer les relations avec les pays comme la Chine, la Russie ou les États-Unis en matière économique, certes, mais aussi en termes de démocratie. Alors, dans ce domaine je dirais, international ou mondial, disons, ce qui a été surtout souligné par Madame von der Leyen, c'est d'abord cette volonté de coopération avec les organisations internationales et qui sont actuellement remises en cause par beaucoup de pays, et notamment l'ONU, notamment l'OMC et notamment l'OMS. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est fondamental dans notre situation actuelle. D'autre part, elle a fait un petit tour d'horizon de certains ou de certains conflits qui peuvent exister, évoquant par exemple la Chine, n'hésitant pas à parler de Hong Kong et des Ouïghours, ce qui n'a pas dû plaire à Pékin. Elle a évoqué la crise en Biélorussie, et là aussi d'une façon sans doute beaucoup plus ferme que ne le font les États européens. Et elle a évoqué également ce qu'il en est des difficultés avec la Turquie en apportant son soutien à Chypre et à la Grèce. Là aussi, on a également cette idée toujours de l'humain qui apparaît lorsqu'elle a parlé de la Russie. C'est l'affaire Navalny également qu'elle a évoquée. Et puis, cette proposition d'une loi Magnitsky, la loi Magnitsky étant peut-être les auditeurs ne connaissent pas, une loi américaine qui permet de mettre en place des sanctions quand il y a violation des droits de l'homme. Ça remonte à une affaire intéressante, un dissident ou un opposant de la Russie. Et donc, qu'il y aurait sur ce point la nécessité, lorsqu'il y a violation des droits fondamentaux, qu'il y aurait nécessité de sanctions, et sur ce point, elle propose, elle, que ces sanctions, bien évidemment, soient adoptées non pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Oui, je crois que c'est important, et ne serait-ce que parce que Mme von der Leyen, naturellement, n'oublie pas qu'elle est la présidente de la Commission européenne et que la Commission est la gardienne des traités. Et dans ces traités, il y a un article 2 qui parle de les valeurs européennes, la démocratie, le respect des minorités, de la diversité, la lutte contre la discrimination, le racisme et tout ça. Et sur le plan international, ça en fait partie. Parce que lorsque vous avez aux portes de l'Europe, également dans l'Europe, malheureusement, des États qui ne respectent pas les droits de l'homme, un pays comme la Russie qui n'hésite pas à empoisonner un opposant politique, la Chine qui a décidé de mettre le boisseau sur Hong Kong et d'éliminer toute velléité démocratique, et d'ailleurs, ça part également sur Taïwan, eh bien, je crois que nous sommes finalement entourés de très grandes puissances dont la vocation démocratique, évidemment, n'existe plus. Et donc, nous avons une exigence tout à fait particulière que l'Europe soit à la pointe de la défense des droits de l'homme. Alors, elle a eu le courage de le faire dans son discours, c'est très bien, parce qu'on voit qu'il y a une plus grande fragilité au niveau des États membres sur ce point, car les enjeux sont naturellement au-delà et plus importants. Oui, tout à fait. Et ce que j'ajouterais, c'est que lorsqu'elle a évoqué l'état de droit,
le premier élément de droit qu'elle a évoqué pour l'Union européenne, c'est la primauté du droit européen. Et ça, je dois dire que j'y étais très sensible parce que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, que ce respect de la hiérarchie des normes, quand on voit ce qui se passe avec l'attitude de Boris Johnson qui met à bas un traité que pourtant le Royaume-Uni a ratifié, et cette primauté du droit européen, je dirais que c'est peut-être aussi un petit règlement de compte avec la Cour constitutionnelle allemande qui, sur ce plan, n'a certainement pas été exemplaire. Vous parlez justement des droits, des valeurs européennes, qui donc on devrait peut-être donner pour acquises, mais qui en fait en réalité on se rend compte qu'elles ne sont pas vraiment si acquises même au sein de l'espace européen. C'est une remarque qui nous arrive d'un internaute, mais on l'aurait quand même soulevé nous aussi. On sait bien que quand on parle des respects de l'état des droits, ben, il y a certains pays, si on peut les nommer, qui ne sont pas forcément bons élèves. Ce n'est pas seulement une question de respect de l'état de droit, c'est aussi une présence raciste qui existe, des discriminations à la rencontre des personnes, des nationalités, des couleurs de peau différentes, des professions religieuses ou sexuelles différentes. Donc, quelle est l'intention de l'Union européenne sur ce volet-là? Qu'est-ce que l'Union européenne compte faire? Parce que voilà, ça reste quand même, comme je disais, voilà, des valeurs qu'on donnerait pour acquises, mais qui en fait, en réalité, elles ne sont pas vraiment. Alors, je crois que l'Union européenne, Mme von der Leyen, a donné quelques pistes extrêmement précises. D'abord, qu'il y ait des atteintes à l'indépendance de la justice, à la liberté de la presse, aux droits des minorités, notamment LGBTQI en Pologne. Je trouve que c'est scandaleux de ne plus respecter les valeurs européennes. Donc là, je crois qu'il y a une réflexion au niveau de la Commission qui veut lancer des propositions, vous savez que dans les tuyaux serait éventuellement une réglementation qui pourrait conditionner l'octroi de certaines sommes d'argent au respect des droits. C'est important et une proposition majeure faite par Mme von der Leyen, c'est de créer un coordinateur antiracisme en Europe, et ça, je crois que c'est très important, de telle façon qu'on puisse voir dans toutes les actions comment peut-on lutter contre toute forme de discrimination, de racisme ou d'antisémitisme. Tout ça, c'est effectivement, ça fait partie des valeurs de l'Union européenne, et je crois que Mme von der Leyen est très décidée, fortement décidée, à proposer une nouvelle réglementation sur ce point. Oui, là, il y a eu des choses extrêmement fortes dans les propos de Mme von der Leyen. J'ajouterai juste une chose, Mme von der Leyen, et notamment lorsqu'elle a évoqué la primauté du droit européen, Mme von der Leyen sait qu'elle a aussi un allié dans le système de l'Union européenne qu'on oublie un peu trop souvent, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui joue un rôle remarquable dans ce domaine. Nous avons une remarque d'un internaute qui nous dit « L'idée d'une Europe fédérale serait-elle la seule solution pour voir le projet européen passer la seconde vitesse ?» Bon, comme tu veux. Oui, l'Europe fédérale, moi, personnellement, j'ai toujours été fédéraliste, hein, donc, mais il faut convaincre les peuples, les personnes. Le paradoxe, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, même les anti-européens sont en train de s'apercevoir que si on veut être plus efficace, il faut plus d'Europe. Moi et Mme von der Leyen a proposé sur les sanctions, par exemple, de passer à la majorité qualifiée. Dominique en parlait tout à l'heure. Je crois que si on veut une Europe efficace, qui ne soit pas toujours dans la concurrence au plan de fiscalité, il faut que nous passions sur certains sujets essentiels à la majorité qualifiée, notamment sur la fiscalité, sur les distorsions de concurrence, de façon à ce que, eh bien, on puisse avancer de concert, notamment sur la santé, parce que si l'Europe n'avance pas de concert, ce sera extrêmement difficile. D'ici à passer l'Europe fédérale, c'est un débat politique.
La fédération, eh bien, normalement, ce serait effectivement rapprocher les peuples, créer des institutions. Ça signifierait qu'il y ait véritablement un Parlement européen encore plus puissant. Et ça, pour l'instant, ça risque d'être difficile. Je crois, dans une première étape, il faut essayer de passer, de déverrouiller les blocages institutionnels et de passer plus souvent au vote à la majorité qualifiée, qui éviterait, par exemple, que certains États récalcitrants veuillent récupérer tout l'argent sans être solidaires avec les autres. Et ça me paraîtrait tout à fait déjà un pas substantiel. Oui, parce que quand on évoque la majorité qualifiée, ça veut dire que ce n'est pas l'unanimité. Et lorsque on évoque l'unanimité, on oublie de dire que l'unanimité, c'est donner à chaque État un droit de veto. C'est quand même quelque chose qui bloque, cela va de soi. La difficulté en ce qui concerne le fédéralisme, je dirais que c'est peut-être pour certaines opinions publiques, et notamment une opinion publique comme l'opinion française, parce que nous sommes dans un État unitaire. Et les Français ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'est le fédéralisme. Lorsque j'enseignais le droit constitutionnel, c'était toujours un chapitre très difficile à expliquer aux étudiants, parce que nous sommes dans cet État unitaire. Et les Français ne peuvent pas imaginer un autre système qu'on aurait une Europe finalement avec un président élu au suffrage universel direct, comme si c'était une règle imposée partout. C'est une des difficultés. Il y a une difficulté culturelle, mais pas seulement. Les États sont très prudents là-dessus. On a encore quelques petites minutes. Peut-être on arrive directement à la conclusion, à la question finale de Dominique. Les Brexit a été un petit peu abordé, peut-être qu'on peut reformuler la question finale en l'incluant dedans. Oui, alors je dirais que le Brexit, ce que j'ai apprécié dans le discours de Mme von der Leyen, c'est d'abord l'hommage qu'elle a rendu à Michel Barnier, le négociateur, et avec des propos extrêmement forts en disant que c'était le meilleur négociateur possible. Et avec cette malignité de Mme von der Leyen, en s'appuyant sur une citation de Margaret Thatcher pour critiquer l'attitude de Boris Johnson. J'ai trouvé ça tout à fait génial. Oui, je crois que sur le Brexit, vous savez, il y a eu des infox. On a eu tendance à dire, certains ont lancé des fausses informations selon lesquelles Michel Barnier aurait été mis sur la touche des négociations. Nous avons une chance extraordinaire, c'est que pendant toutes ces négociations, l'Europe a été extrêmement unie derrière Michel Barnier qui a fait preuve d'une très grande compétence dans ce domaine. Et nous sommes tous unis pour dire attention, nous devons préserver la paix, notamment en Irlande du Nord et entre les deux Irlandes, des accords du Vendredi Saint d'une part, mais également nous devons protéger l'intégrité du marché intérieur. Et c'est ça, effectivement, la difficulté aujourd'hui. On voit bien que Boris Johnson, en décidant de se tenir prêt à violer des accords internationaux, eh bien, est en train finalement de faire beaucoup plus du mal au Royaume-Uni que personne ne l'a fait dans toute l'histoire contemporaine. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Peut-être 2 petites minutes chacun pour nous dire de façon peut-être vis-à-vis de vos fonctions, comment vous avez perçu ce discours. Là, on a analysé les contenus. Peut-être un peu plus sur le ressenti de ce discours. Dominique, vas-y. Oui, alors, discours tout à fait intéressant parce qu'il était riche de propositions. Je dirais qu'en tant que Français, j'ai apprécié qu'elle commence et qu'elle termine en français, mais ça, ce serait presque du chauvinisme de ma part. Mais je crois que c'était un discours tout à fait équilibré et qui permettait de nous donner déjà des informations, mais surtout des propositions, car n'oublions-le pas, c'est le rôle de la Commission de proposer.
Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce discours dont on n'a pas beaucoup parlé malheureusement en France. Pourquoi? Parce que c'est le premier discours de la présidente de la Commission européenne qui va quand même présider pendant 6 ans cette instance. Et donc c'est un diagnostic sur ce qui existe, mais elle lance des pistes, elle lance un programme de travail. Et pour moi qui crois, comme tous les Européens convaincus que nous sommes, à la démocratie européenne, eh bien elle lance des pistes et c'est aux autres institutions, au Conseil des ministres et au Parlement européen surtout, d'apporter leur pierre à cet édifice, de façon à ce que l'action de la Commission européenne s'inscrive dans la durée. Bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Breillat. Merci, Monsieur Martin-Genier. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Pour les internautes qui n'auraient pas pu poser des questions ou auxquelles on n'aurait pas pu répondre, nous vous informons aussi qu'il y a un Facebook une émission de décryptage de ce discours par Guillaume Roty, qui est porte-parole de la Commission européenne en France, demain, donc le 18 septembre, de 14h à 14h30, sur la page Facebook de la Commission européenne en France. Voilà, donc merci beaucoup, messieurs Breillat et messieurs Martin-Genier. Merci Martina. Merci aussi Alizé pour la technique et Lucia pour nous avoir fait passer les questions. Et bonne continuation à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.